Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit la série Élucider l'affaire, ce fameux nouveau format destiné à analyser une situation particulière du jeu et du coup à vous proposer un certain nombre de conseils et de solutions. On avait vu lors du premier cas la demeure des dieux avec le scénario final de la quête onirique. Et du coup, pour ce deuxième cas, on va reprendre les choses un peu dans l'ordre et se pencher sur l'une des grosses difficultés de la boîte de base, la nuit de la zélatrice, à savoir le dévoreur du dessous et comment réussir ce scénario si difficile. Petit aparté, pourquoi le scénario 3 de cette boîte de base est difficile? On en discute souvent sur le Discord. Eh bien parce que c'était le lancement du jeu et les designers ne pouvaient pas se permettre de faire quelque chose de trop facile, que les gens puissent, on va dire, épurer, réussir cette première petite campagne, alors que il y avait, on va dire, un laps de temps entre le produit de lancement de la boîte de base et la première extension qui était Dunwich qui était assez conséquent, d'environ 1 an. Du coup, il fallait avoir un vrai challenge et pas pouvoir gérer tout ça facilement, sinon bon, on va dire que je pense que le jeu n'aurait pas eu le succès qu'il a eu. Donc, sur ce cas numéro 2, le dévoreur du dessous, le troisième et dernier scénario de la nuit de la zélatrice, concrètement, il y a 3, surtout 2 possibilités pour réussir ce scénario. La troisième possibilité, c'est sacrifier Lita Chandler. Si ça se trouve, vous ne l'avez pas, donc on va pas en parler. Évidemment, j'insiste, il y a pléthore de spoils, plus ou moins avérés, dans cette vidéo. Donc évidemment, si vous n'avez pas joué ce scénario, ne regardez pas la vidéo. Et si vous ne voulez pas connaître, entre guillemets, tous les rouages pour réussir, ne regardez pas la vidéo. Donc je disais 2 possibilités. Première possibilité, arrêter le rituel. Deuxième possibilité, gérer Humordot. Sachant que dans la version hors renouveau, gérer Humordot s'avère relativement plus facile qu'arrêter le rituel, puisque il y avait un petit biais en termes de design, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais m'arrêter exclusivement sur la partie arrêter le rituel. Alors, cette première possibilité, arrêter les rituels, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que 14 rounds pour réussir cet exploit entre guillemets. 14 rounds, c'est la somme des rounds que vous avez sur les 3 intrigues avant de retourner l'intrigue 3A vers son côté intrigue 3B et qui nous donne ceci. Le dévoreur du dessous, révélation, remplacer l'acte et l'intrigue en cours par le dévoreur du dessous. Cette carte est considérée comme étant à la fois l'acte en cours et l'intrigue en cours. Objectif, si Humordot est vaincu, conclusion numéro 2. Donc, à partir du moment où ces 14 rounds sont écoulés, nous n'avons plus la possibilité de finir le scénario autrement qu'en combattant Humordot, ou alors en sacrifiant Lita encore une fois. Du coup, avant l'écoulement de ces 14 rounds, il faut réussir à satisfaire l'objectif de la carte acte avec les fameux tests du rituel qu'on voit là. Interrompre le rituel pour une action, dépenser un indice, effectuer un test de volonté de 3 ou d'agilité de 3. En cas de réussite, placer un indice sur cet acte. Objectif, s'il y a 2 indices par investigateur sur cet acte, avancez. Plusieurs difficultés. La première, vous dépensez l'indice en premier, que vous ayez réussi ou pas le test. Là où, plus tard dans le jeu, parfois, quand on fait des tests comme ça, on dépense l'indice une fois qu'on a réussi. On fait le test, en cas de réussite, dépensez un indice, vous faites ça. Là, ça vient avant, et donc du coup, il faut non seulement satisfaire le test du rituel, mais en plus, il faut enquêter. Deuxième difficulté, sont des tests avec des stats dites défensives ou passives, c'est-à-dire la volonté, l'agilité, et généralement, on est bon soit en enquête, soit en combat, soit en force. Donc il faut réussir à avoir une deuxième stat forte qui nous permette de réussir ces tests, sinon on est marron. Et ensuite, le fait qu'on soit en solo ou en multi, ça ne rend pas les choses forcément plus faciles d'un côté comme de l'autre, puisque le nombre d'indices à placer sur l'acte dépend du nombre d'investigateurs. Donc du coup, c'est pas forcément plus facile de réussir autant de tests
à plusieurs que tout seul, bon, même si on a des cartes en plus dans nos decks. Donc, vaste programme avec un enjeu en termes de temps et un enjeu en matière de test et de découverte d'indices. Donc, c'est quelque chose de très complet. Et je ne parle pas de toute la première partie du scénario, si ce n'est que, avant de réussir à rentrer dans le site du rituel, on a quand même un sujet majeur avec le chemin principal. En effet, après l'acte 1A, une fois qu'on a dépensé nos 3 indices par investigateur, on se dit tout va bien, et bien l'acte 1B nous dit mettez en jeu le site du rituel s'il n'y est pas déjà. S'il y est déjà, c'est que c'est quand même mal barré. Cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué dans votre carnet de campagne sous la mention cultiste enfui et générez ces ennemis dans le chemin principal. Ce qui fait que si jamais malheureusement 6 cultistes se sont enfuis, vous pouvez avoir jusqu'à 6 ennemis qui se génèrent automatiquement dans le chemin principal. Et là, c'est pas une mince affaire que de gérer ou de contourner 6 ennemis. Du coup, par rapport à ça, évidemment, nous avons 2 possibilités. Soit combattre ces ennemis qui vont arriver, mais là, surtout si on est en solo, gros problème de tempo. Est-ce qu'on va avoir le temps de réussir à combattre jusqu'à 6 ennemis qui ont entre 3 et 7 points de vie alors que on n'a que 14 rangs de tempo et qu'entre temps on a déjà dû découvrir 3 indices, qu'on a dû faire des déplacements pour réussir à trouver des lieux avec des indices. Il y a quand même, et qu'il a fallu évidemment se préparer au pire. Donc c'est compliqué. En multi, bon, à partir du moment où on se dit qu'on a un enquêteur et qu'on a un combattant, l'enquêteur lui peut vivoter à droite à gauche pour récupérer les indices et le combattant reste à la limite soit dans le chemin principal, soit dans un lieu connexe, prêt à aller combattre tout ce beau monde et prendre la foudre sur lui pendant que l'enquêteur du binôme ou du groupe, lui, essaie de se concentrer sur les indices. Donc ça se pose un peu moins, mais bon, même en multi, le gars qui va commencer à devoir gérer tous les cultistes sur place, il va quand même prendre lourd. Hein. Sachant que, évidemment, il y a quand même d'autres ennemis qui vont apparaître avec le deck de rencontre. Hein. Et des ennemis sur ce scénario, il y en a quand même pléthore. Donc évidemment, éviter la confrontation peut être préférable. Alors en solo c'est un peu plus facile parce qu'on est tout seul, donc du coup on peut se débrouiller de façon égoïste à éviter, à fuir cet ensemble d'ennemis. En multi, bon évidemment c'est un peu plus compliqué que ça. Peut-être qu'on va avoir un investigateur qui va engager l'ensemble de tout ce beau monde une première fois, qui va permettre à son camarade de passer à côté, et après lui va essayer d'éviter. Là-dessus, il faudra vous voir en matière d'équipe, qu'est-ce que vous envisagez, ou peut-être se répartir le fait de fuir les ennemis, si jamais vous avez 2 personnages qui sont flex. Quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez éviter la confrontation, on a quand même un certain nombre de cartes à notre disposition, et notamment déjà lors du corset, de la boîte de base, pour venir fuir cet ensemble d'ennemis qui nous vaut du mal. On a l'instinct de survie qui nous permet, suite à une évasion réussite à l'égard d'un des ennemis, de se désengager immédiatement de chaque autre ennemi engagé avec lui, qu'il soit élite ou non élite, attention ça c'est important, et de se déplacer dans un lieu connexe. Donc là on a vraiment une compression d'action qui est vraiment énormissime, on a une petite icône d'agilité pour nous aider lors du test. Comme on est engagé avec plein de monde, on peut prendre l'ennemi qui a la valeur d'évasion la plus faible, 1 ou 2, et du coup, on peut quand même bien tirer notre épingle du jeu grâce à cette carte instinct de survie. Autre possibilité, habile diversion. Alors moi personnellement je n'ai jamais eu les ressources pour jouer habile diversion du temps où il n'y avait que le corset et Warden Witch sur le chemin principal, mais avec une collection peut-être un peu plus complète, avec une génération de ressources suffisante, échapper automatiquement tous les ennemis dans votre lieu, c'est quand même pas mal. Pauvre petit poulet, au passage. Le montant l'air en truand, le montant l'air qui est aussi issu de la boîte de base, nous permet non seulement de gagner plus en agilité, d'avoir un peu de tank, mais en plus, moyennant une action, avoir plus ou moins le même effet que instinct de survie. Alors non pas qu'on échappe aux ennemis, mais on se désengage de chaque ennemi engagé avec soi, sans test, et ça c'est quand même pas rien, le fait de faire un truc sans test, c'est toujours sympathique et ça va toujours venir nous protéger de l'échec automatique ou d'effets néfastes de la part des pions de la réserve du chaos. Et on va se déplacer dans un lieu connexe. Donc on a aussi ce gain d'action
qu'avait instinct de survie. Bon, alors après, il y a l'action de pause du monte en l'air, on est d'accord. Mais bon, avec le tank et tout, c'est quand même pas trop mal. En plus, ça coûte peu d'expérience. Donc, il y a pas mal de personnages qui peuvent venir le prendre. Tous ceux qui sont biclassés avec les truands, évidemment les truands. Et tous ceux qui peuvent prendre des cartes truands de niveau 1 et notamment des soutiens. Insaisissable. Alors, insaisissable, petit bémol, parce qu'on se déplace vers un lieu révélé sans ennemi. Donc là, on est dans cette partie où, en fait, on est en duo, on est en trio ou en quatuor, et on a nos camarades qui ont réussi à passer, parce que nous, on a décidé de se sacrifier un peu pour eux, d'une façon ou d'une autre, moyennant un raccourci, moyennant le fait qu'ils nous aient déplacés, eux, dans le lieu du chemin principal. Ça peut se faire, comme j'ai dit, via le raccourci, mais pas que. Si on a un éclaireur aussi, par exemple, avec l'éclaireur en rapide, on se déplace. Et derrière, on joue insaisissable, toujours lors de son tour, pour venir passer, se désengager de tous les ennemis avec nous, et de se déplacer vers un lieu révélé sans ennemis, en l'occurrence le site du rituel. Donc on voit déjà qu'au niveau du corset, on a quand même quelques possibilités. Ça fait quand même 4 cartes. Alors oui, 2 survivants, 2 truands. Donc c'est vrai qu'à côté de ça, Roland ou Daisy sont pas bien servis. Mais c'est sûr que Wendy, Skitz et Agnès, franchement, ça va. Ils peuvent s'en sortir. On a la forme éthérée apparue avec les dévoreurs de rêves, qui nous permettent d'échapper et du coup derrière d'être tranquille en mode je suis un fantôme et tout va bien se passer. On a les chaussures de course avec le cercle brisé qui nous permettent d'éviter d'être engagés par les ennemis moyennant un test d'agilité à 3. On a aussi, j'avais envie d'en parler, prédateur ou proie, un dilemme qui est apparu du coup avec les clés écarlates. C'est vrai que c'est une carte qui est très peu jouée, que les gens n'apprécient pas forcément, mais dans cette configuration-là, si jamais vous arrivez d'une façon ou d'une autre, soit avec Kaja, soit via Dégourdi, à jouer prédateur ou proie à ce moment-là, chaque investigateur se désengage de chaque ennemi engagé avec lui, se déplace une fois en s'éloignant de l'ennemi le plus proche. Il n'y a pas de condition de lieu, donc vous pouvez aller dans le chemin du rituel. Donc là-dessus, prédateur ou proie peut servir. Il y a évidemment beaucoup d'autres possibilités, même si là on en a déjà donné quelques-unes, pas mal, pour permettre en solo et en multi de venir un peu s'arranger. Évidemment en multi, on a toujours la possibilité de faire le coup des ouvertures de portail. Avec un mystique, il y a un gars qui arrive à passer, il y a une ouverture de portail dans un lieu où il y avait tout le monde qui attendait, et une ouverture de portail dans le site du rituel. On est pas mal. Une fois que le site est révélé, il y a aussi le voyage astral. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Mais si je me focalise, si je me concentre exclusivement sur la boîte de base, là on a quand même vu 4 cartes qui sont jouables par 3 des 5 investigateurs de la boîte de base. C'est quand même pas rien. Surtout, voilà, le montant en l'air qui fait 100 tests, ou instinct de survie, qui est une compétence donc qui n'a pas de coût, donc, contrairement à Habile Diversion, et qui, quand vous avez une Wendy ou un Skit, vous avez 4 en agilité, réussir un test d'évasion moyennant un petit boost, surtout avec l'icône, ce qui fait que vous êtes à 5, ça devrait quand même réussir. Et là, du coup, vous arrivez à ne pas combattre les ennemis, gérer votre tempo et aller assez vite avec ce gain d'action, avec ce déplacement en plus. Donc c'est quand même assez intéressant, ça peut vous aider. Évidemment, vous allez me dire, quid des chasseurs? Parce que dans ce scénario, on a ces fameux 4 sets de rencontres, parmi lesquels 3 d'entre eux mettent en jeu des ennemis chasseurs, les biaki hurlants, les rejetons de la chèvre et les jeunes profonds. Et donc du coup, c'est vrai que ces ennemis chasseurs, ok, s'ils sont dans le chemin principal, ou d'ailleurs ailleurs, ils vont quand même finir par nous chasser et arriver dans le site du rituel. Là, si vous êtes en multi, concrètement, faut pas se casser la tête, la barricade est votre meilleur ami. Voire, si vous avez une collection plus avancée, la barricade de niveau 3 va carrément empêcher les ennemis non élites d'être générés dans le site du rituel. La barricade, pour ça, franchement, c'est super. Alors après, autre possibilité, maintenant qu'on a le piège rudimentaire, là, vous pouvez le poser sur le chemin principal avec l'option amélioration glucolante. Bon, je sais pas, c'est pas ça l'amélioration, mais bon, bref, il y a une amélioration qui empêche les ennemis de sortir du lieu. Là, vous avez fixé tout le monde et vous êtes tranquille. Bon, les non-élites, encore une fois. Mais voilà, il faut chercher de ce côté-là. Soit immobiliser les ennemis. Il y a lier un monstre aussi. Bon, compliqué en mystique, lier un monstre. Moi, j'aime bien le principe, mais le test,
2-3 de volonté à chaque tour, c'est un peu embêtant. Le piège rudimentaire, c'est sympa. La barricade, c'est super facile. Surtout qu'en chercheur, on a beaucoup de pioches, donc on est quasiment certain d'avoir sa barricade en main. Voilà, après, effectivement, si vous êtes en solo, généralement, si vous avez pu jouer instinct de survie ou monte en l'air, à moins que vous soyez triche, à moins que vous soyez Mandy, que vous avez joué instinct de survie, bon, c'est compliqué d'avoir et barricade et l'une des autres cartes. Ça se fait, mais il faut quand même bien prévoir son coup. Après, vous allez me dire, il y a toujours versatile. Oui, mais bon, on va pas non plus monter des usines à gaz. En solo, vous avez quand même une génération d'ennemis qui est moindre. Les ennemis générés dans le site du rituel en avançant l'acte ne sont pas chasseurs, sauf un. On y reviendra. Donc, on peut quand même espérer que, comme on accélère énormément dans le tempo, on essaie d'aller le plus vite possible, on va pas piocher X ennemis en plus de ceux qui sont générés dans le chemin principal. Donc bon, après, on est en solo. Bon, bah, s'il faut esquiver un peu, utiliser une action pour ça, bah, il faudra utiliser une action. Après, si on se prend des attaques d'opportunité, de temps en temps, pour pas perdre de temps, bah, il faudra l'accepter aussi. Évidemment, le chasseur masqué, c'est l'ennemi parmi les 6 dans cette version donc classique, c'est-à-dire pas renouveau, qui lui est chasseur et qui en plus est élite. Donc la barricade ne va pas marcher. Le piège rudimentaire non plus. Au bout d'un moment, voilà, lui, concrètement, au scénario 2, il faut arriver à le gérer. Alors déjà en solo, il a 6 points de vie. Compliqué. Peut-être, au-delà des cartes de combat en solo, peut-être jouer se faufiler. Essayer de réussir avec une différence de 2 quand on va venir le fuir. Avec le test d'évasion, en plus il n'a que 2 en agilité. La réussite avec une différence de 2 est quand même possible, ce qui nous fait gagner un tour. Ça peut être pas mal. Il y a d'autres cartes qui permettent de, pardon, de fuir et on va dire de retarder le fait que les ennemis se redressent. Ça peut être intéressant. Après, sinon, bon, bah, au bout d'un moment, il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir soit le gérer, soit arriver à le fuir à chaque tour. Et là, bon, bah, faut réussir à se blinder au niveau des tests d'agilité. Chose qui, bon, n'est pas plus dérangeant que ça, parce que comme vous pouvez faire des tests d'agilité pour les indices, ça suppose que vous avez quand même quelques icônes d'agilité pour gérer ces tests. Du coup, on va pouvoir parler enfin des tests du rituel, avec ces fameux tests soit de volonté, soit d'agilité, la dépense d'indices. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 2 aspects, récupérer les indices, et du coup réussir à en mettre 2 sur l'acte au travers de ces tests. Bon, ben récupérer des indices, il n'y a pas 30 000 solutions, soit vous enquêtez, vous êtes un enquêteur, vous y arrivez, ou alors peut-être avec une Wendy, vous utilisez les outils de crochetage si vous avez le corset revisité, super bonne carte, parce que là du coup, avec Wendy, de mémoire, 3 en intelligence, 4 en agilité, ça fait quand même 7, c'est quand même pas mal. Et après, bon bah voilà, vous avez attirer vers la flamme, lire les signes, brûler après lecture si vous avez une plus grosse collection. Vous avez aussi réelle compréhension qui peut quand même bien s'utiliser ici, puisque d'ailleurs c'est une capacité à attribuer uniquement un test de compétence d'une capacité imprimée sur une carte scénario. Et bien, capacité imprimée sur une carte scénario, la carte acte est une carte scénario, vous attribuez réelle compréhension, vous avez un petit plus 1 pour votre test de volonté ou d'agilité, et en plus, si vous réussissez, vous découvrez un indice. Utile, pas mal. Au-delà, évidemment, donc de cette recherche d'indices, où là, bah, comme je vous dis, c'est soit du testless, suivre son intuition, etc., soit de l'enquête pure et dure, il faut réussir les tests. Alors les tests, effectivement, ce sont des caractéristiques défensives. Là, on vient de parler de trouver des indices, donc on est censé être bon en enquête. C'est pas toujours le cas. On revient sur les propositions qu'on avait fait lors de la demeure des dieux, parce que concrètement, c'est le même type de problème, des tests auxquels on n'est pas forcément habitué. En plus, c'est une petite campagne, on n'a pas forcément beaucoup de points d'expérience, donc il faut les utiliser à bon escient. On le rappelle, on a le coup de chance avec Dunwich qui va nous permettre d'éviter, enfin, après avoir révélé un pion KO pour ce test, on peut bannir coup de chance pour réussir automatiquement, sachant que ce qui est bien là-dessus, avec coup de chance, c'est que vous pouvez l'attribuer, vous voyez si vous réussissez le test, vous avez une petite icône, si vous réussissez, bah, tant mieux, vous ne le bannissez pas, si vous ne le réussissez pas, eh bien, vous le bannissez de façon à réussir automatiquement. Sachant que, pourquoi je dis que c'est intéressant de ne pas forcément le bannir, parce que si vous avez dégourdi, si jamais vous jouez un peu sur de la récup et tout ça,
pas la carte récup, mais le fait de recycler des cartes, de la défausse, eh bien vous pouvez peut-être récupérer votre coup de chance plus tard pour le réutiliser. Ça, c'est intéressant. Bon, on a à la fin justifié les moyens avec InSmooth, de façon pareil à réussir un test de façon automatique. Le test est une difficulté de 3, donc vous allez mettre 3 pions maudits. Pour un dernier test, ça peut clairement se justifier. Le Brolandas, alors plus difficile à mettre en place, il faut de la pioche, etc. Le saut du signe des anciens, qui arrivait assez rapidement dans la collection. Après, 5 XP. Difficile d'avoir 5 XP, à mon avis, à mettre là-dedans sur la nuit de la zélatrice, mais bon, on sait jamais. Hein. Si vous avez un personnage de soutien en trio qui est spécifiquement dédié à ce genre de truc, il en prend un exemplaire et ça vous fait réussir un test sur ça. Ça peut valoir le coup. Et après, il y a quand même volonté de survivre, surtout volonté de survivre qui est apparue avec le corset qui est de niveau 3. C'est rapide et on ne révèle pas de pion KO. Là, quand même, c'est super fort, surtout qu'en plus, il n'est pas retiré de la partie. Et là, eh ben, avec un dégourdi, encore une fois, vous le jouez 2 fois. Alors, il faut de la génération de ressources. Typiquement, c'est vrai qu'on pourrait dire c'est très très dommage que ce soit pas de niveau 2 pour Preston Fairmont parce que là, pour le coup, lui, sur les 2 tours, il te joue 2 fois volonté de survivre avec 4 ressources qu'il a sur son héritage familial. Eh ben, c'est vite plié. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Donc, bon, typiquement avec Wendy, avec Ashkan, il faut réussir à avoir une certaine génération de ressources pour pouvoir le jouer et le rejouer. Mais là, ça vaut vraiment le coup. Ça, pour le coup, et encore une fois, c'est une solution qui nous arrive tout droit du corset, de la boîte de base. Donc, pas dire qu'on n'a pas les outils pour réussir, même si je suis d'accord, c'est difficile. Donc bon, voilà, fort de toutes ces propositions, tous ces petits constats, ces petits conseils, on va finir en vous proposant du coup 2 investigateurs. Bon, c'était téléphoné, c'était su, ça fait plusieurs fois déjà que j'en parle. Je pense que si vous avez que la boîte de base et à la limite Dunwich, à mon humble avis, le meilleur investigateur pour réussir cette partie-là du scénario 3, c'est Wendy Adams. De par sa statline, tantôt volonté, tantôt agilité, un 3 d'intelligence qui mine de rien peut aider, surtout si vous avez un corset revisité. Là, vous avez les outils de crochetage de niveau 1 qui fait que vous enquêtez avec 7. Donc que ce soit pour le scénario 2 ou le scénario 3, en matière d'enquête, vous allez quand même bien réussir votre coup. Wendy a une bonne génération de ressources. Elle a accès à pas mal de cartes, tantôt survivants, tantôt truands, pour fuir les ennemis, se déplacer rapidement et en plus ne pas révéler des pions KO lors des tests. Ou alors réussir automatiquement. C'est quand même un candidat de choix et personnellement, la première fois que j'ai réussi à arrêter le rituel, c'était avec Wendy. Donc honnêtement, voilà. Bon, sa capacité, j'en parle même pas, super forte. Ça vous permet, concrètement, si vous piochez une chose très ancienne lors de ce test-là, sachant que vous êtes dans le titre du rituel, que vraisemblablement, il est quand même pas impossible que vous échouiez, parce que la chose très ancienne sur ce scénario fait -7 de mémoire. Pouvoir défausser une carte de sa main pour annuler l'effet du pion et en révéler un nouveau, c'est quand même pas mal. Deuxième possibilité, deuxième proposition, un autre personnage avec lequel j'ai réussi, et pour le coup avec lequel j'ai réussi assez haut la main, c'est Jacqueline Fine. Voilà, Jacqueline super forte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Sa capacité, elle est juste monstrueuse. En plus, quand vous avez sa carte signature qui ne fait que dédoubler sa capacité, c'est encore plus monstrueux. En plus, là-dessus, faut pas se leurrer. Le site du rituel, je l'ai pas dit, mais les indices se régénèrent à chaque fin de round. Vous lui mettez un petit sort mystique qui découvre les indices 2 par 2, même en solo, c'est au moins l'une des justifications à avoir un sort qui vous fait découvrir les indices 2 par 2. Et voilà, 5 en volonté, possibilité de choisir le pion révélé parmi 2. Franchement, ça se fait. Alors oui, vous allez me dire, Jacqueline, pour esquiver tous les ennemis, on l'a dit, il y a la forme éthérée. C'est vrai que moi j'avais une collection, je sais plus avec quelle collection j'ai joué. Je crois que c'était la première investigatrice de mon challenge mystique à l'époque que j'ai fait. Et c'était pool de cartes cumulatif au gré des campagnes, et c'était la première campagne que je faisais. Je sais plus, je pense que j'ai dû utiliser un sort pour fuir, ou alors que j'ai dû les gérer au combat, parce que encore une fois, les sorts de combat,
mystiques qui font les dégâts 2 par 2. Ça se fait quand même assez bien pour le coup avec les sorts mystiques, surtout avec 5 de volonté. Et puis je sais que j'avais quand même bien réussi le scénario 2. Bon voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, des doutes, et si vous voulez encore donner votre avis pour ajuster un peu ce type de contenu, cette nouvelle série qui a été plébiscitée par beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. J'hésitais au début à faire en cas numéro 3 la partie combat contre Mordot. Bon, je sais pas si c'est le plus intéressant. Je verrai, peut-être que je le ferai plus tard et que je vais avancer sur d'autres campagnes. Donc bon, n'hésitez pas encore une fois en commentaire à dire quelle situation vous souhaiteriez qu'il soit décortiquée au sein du jeu. On lira tout ça avec attention à Kodo, moi-même et les autres contributeurs de la chaîne. Et on essaiera de répondre à vos questions. Donc, d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties et aussi certainement, parce que je pense pas qu'il y aura de vidéo après ça, de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.